Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Ali Bongo a entamé son deuxième septennat au Gabon. Il a lancé un appel à l'unité et au dialogue lors de son investiture. Mais ce second mandat débute dans la contestation. L'opposition dénonce un coup d'État électoral. Quant à la communauté internationale, elle a boudé la cérémonie. Seuls 4 chefs d'État africains étaient présents. Le djihadiste malien Al-Mahdi, condamné à 9 ans de prison par la CPI pour la destruction des mausolées de Tombouctou, c'était en 2012. Un verdict historique. Pour la première fois, la destruction de biens culturels est reconnue comme crime de guerre. Mais pour de nombreuses victimes au Mali, le djihadiste a commis d'autres crimes bien plus graves sur lesquels il faudrait enquêter. Et puis nous irons au Nigeria. Le pays, officiellement en récession, a perdu son statut de première puissance économique du continent. Tous les indicateurs sont au rouge. Notre correspondant a rencontré des entrepreneurs au bord de la faillite. Et c'est reparti pour 7 ans. Les autorités voulaient aller vite. Ali Bongo a prêté serment ce mardi matin à Libreville, un mois jour pour jour après la présidentielle. Il a tendu la main à l'opposition dont le recours a été rejeté par la Cour constitutionnelle. Mais le camp de Jean Ping ne reconnaît toujours pas sa victoire et dénonce un hold-up électoral. Nadine Mourakere et Salima Belhadj. Oui, Pauline, ce qui va se passer maintenant, c'est que l'on attend d'ici la fin de la semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine, la formation d'un gouvernement d'ouverture, gouvernement dans lequel on devrait retrouver... Désolé, un petit problème technique. On va retourner au Gabon à Libreville pour revenir sur cette journée d'investiture d'Ali Bongo. C'est un sujet signé Nadine Mourakeye et Salima Belhadj. Sa famille est au pouvoir au Gabon depuis près de 50 ans. Ali Bongo a été investi pour un second mandat présidentiel quelques jours après la validation de sa réélection, pourtant controversée et marquée par les violences fin septembre. Je tends une fois de plus ma main à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais pour qu'ensemble, nous tirions les leçons du passé afin d'envisager un avenir meilleur à notre beau pays qui a besoin de tous ses enfants et de toutes ses compétences. Illustrant la réserve de la communauté internationale, aucun haut responsable français ni européen n'a fait le déplacement. Seule une poignée de chefs d'État africains étaient présents, comme le président malien ou le président togolais. Du côté de la population, la cérémonie a été suivie de près, mais de manière très partagée. Je crois que ça sera, les 7 ans seront 7 ans de travail. Il va achever ce qu'il a commencé. C'est notre souhait. Mais les électeurs de l'opposant Jean Ping ont regardé l'investiture dans un tout autre état d'esprit. Ce n'est pas lui qui a été élu et la violence continuera toujours. On respecte un président, c'est un président qui a été élu par le peuple. Quand on dit la démocratie, c'est la voix des urnes qu'on doit respecter. Et les leaders de l'opposition dénoncent même un hold-up électoral. Tout ce qui se passe en ce moment participe du jeu classique d'un coup d'État. Regardez quand les militaires prennent le pouvoir dans un pays, ils font un coup d'État, ils prêtent rapidement serment et ils appellent au dialogue national. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Si aujourd'hui le calme règne dans les rues de Libreville, la crise politique n'est visiblement pas terminée. Le président des Seychelles, James Michel, a démissionné. Une annonce surprise qui fait suite à la défaite de son parti aux législatives. C'est son vice-président, Danny Faure, qui terminera son mandat de 5 ans. Âgé de 72 ans, il était au pouvoir depuis 2004 et avait été réélu d'une très courte tête fin 2015 dans cet archipel de l'océan Indien. Le Premier ministre libyen, en visite à Paris, a été reçu par François Hollande à l'Élysée. Le président français a comparé la situation de la Libye à celle de la Syrie, dont le gouvernement lutte contre des groupes djihadistes. François Hollande qui espère que la Libye ne s'enfonce pas aussi loin dans la violence et dans la guerre que la Syrie. Le djihadiste malien Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi a été condamné à 9 ans de prison par la CPI pour destruction des mausolées de Tombouctou. L'ancien membre d'Ansardine avait plaidé coupable et des circonstances atténuantes ont été retenues. Le verdict est en tous les cas entré dans l'histoire. Antoine Fenot nous explique pourquoi. C'est un verdict historique. Pour la première fois, la destruction de biens culturels est jugée comme crime de guerre. Celle des mausolées de Tombouctou. Le djihadiste Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, ancien responsable du groupe Ansardine, est appelé à se lever.
La Cour a jugé qu'attaquer les mausolées et la mosquée, en tant que co-auteur des faits, étaient les meilleures preuves des activités criminelles de M. Ahmadi. À l'unanimité, la Cour vous condamne à 9 ans d'emprisonnement. Ces mausolées, les voici. 9 ouvrages funéraires datant du XIVe siècle, âge d'or du Mali et de l'islam soufi, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est cette histoire et cet islam que les djihadistes ont voulu effacer en 2012 lors de la guerre au nord du pays. Jugé non conforme à l'islam qu'il prône, Tombouctou doit être mis au pas. La charia est instaurée, des manuscrits éventrés et les mausolées détruits. Il faut que le procès serve à quelque chose, il faut que ça puisse signifier à tout qu'au même titre qu'on ne peut pas tuer impunément un être humain, on ne pourrait pas aussi détruire impunément un sanctuaire du patrimoine mondial. Reconnaissant les faits dès le début du procès, Al-Mardi a bénéficié de circonstances atténuantes. Il s'agit du premier djihadiste à être jugé devant un tribunal. Le tribunal a reconnu des circonstances atténuantes, le djihadiste ayant notamment plaidé coupable. Il avait également demandé pardon pour ses crimes. Écoutez ce qu'en dit le président malien Ibrahim Boubacar Keïta au micro de Marc Perelman. Ce crime est de ceux dont l'humanité se serait passée. Je dis l'humanité parce que ce qui a été fait à Tombouctou dépasse le strict cadre du Mali pour atteindre l'humanité. Quand on arrache un pan de la mémoire de l'humanité, on touche à l'essentiel. Et il y avait là, derrière cette porte sacrée, qui a été non seulement violée, mais brisée en 1000 morceaux, il y a eu là quelque chose de l'ordre de l'inexpiable. Je le crains. Un crime impardonnable selon le président malien, mais pour les proches des victimes au Mali, le djihadiste a commis des crimes bien plus graves directement contre les populations. Écoutez. 9 ans d'emprisonnement, c'est pas mal. Mais nous attendons toujours que la Cour pénale internationale de justice continue ses investigations et élargisse les charges. Il n'était pas que destructeur de mausolées. Il a dirigé une brigade de mœurs islamiques. Et donc, il a commis des crimes sexuels, des mariages forcés, des crimes basés sur le genre. Donc, il faut qu'il soit poursuivi aussi pour ces crimes-là. Des propos recueillis à Bamako par François Riouet. Le Nigeria est officiellement en récession depuis un mois et la situation ne s'arrange pas. La crise touche tous les secteurs. Le pétrole tourne au ralenti. La naira, la monnaie nationale, s'est effondrée. L'inflation est galopante. L'impact pour les entreprises est colossal. Notre correspondant Moïse Gomis a rencontré plusieurs entrepreneurs dont l'activité est en grande difficulté. Rien ne va plus dans l'immobilier au Nigeria. Ayodele Oshobajo dirige une entreprise de construction. À Lagos, beaucoup de ses chantiers sont à l'arrêt car de nombreux clients ne peuvent plus payer. Alors pour maintenir son entreprise, Ayodele travaille de plus en plus à Abuja comme sous-traitant. Et pour se faire connaître dans la capitale fédérale, le jeune entrepreneur officie en tant qu'agent immobilier. En fait, toute cette récession ne me surprend pas. Nous l'avions pressenti depuis l'effondrement du prix du pétrole et aussi avec nos problèmes de raffinerie ici. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui va nous abattre. Et moi, je suis préparé à cette situation. Et quoi qu'il arrive, je sais que mon entreprise va survivre. Si Ayodele se veut optimiste, la chute des cours du pétrole a précipité le Nigeria dans une crise profonde. Dans ce bureau de change de Lagos, 2016 est une mauvaise année. Le chiffre d'affaires de la société s'est effondré durant 6 mois. Résultat, une réduction de personnel. Malgré une légère reprise récente, les perspectives à court terme sont peu encourageantes. Les banques sont censées donner accès à 50 000 $ par semaine pour chaque bureau de change. Mais à chaque transaction demandée, elles peuvent mettre 2 à 3 semaines avant de mettre les fonds à disposition. Et même quand elles vous remettent les dollars, ce n'est jamais le montant commandé. Donc vous voyez, la pénurie de dollars est vraiment importante et cela impacte nos activités commerciales. Nous ne faisons quasiment plus rien en ce moment. La dévaluation du Naira depuis juin dernier n'a rien changé. Très instable, la monnaie nigériane souffre face au dollar, à la livre sterling et à l'euro. Les réserves en devises étrangères s'amenuisent car le Nigeria importe beaucoup. Pour de nombreux experts, cette récession est l'occasion pour le Nigeria de revisiter en profondeur son modèle économique et notamment sortir de la dépendance au pétrole en développant une politique industrielle, nationale et diversifiée.
Je pense que le gouvernement fédéral devrait essayer de soutenir les PME, car elles sont le moteur de toute économie. Cela permettrait d'augmenter la production de biens et forcément il y aurait un impact dans le Made in Nigeria. Et cela assurerait également la promotion du consommé local. En attendant, le Nigeria a perdu son statut de première économie africaine et les signaux n'annoncent pas une sortie de crise rapide. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci à vous d'avoir suivi. Restez sur France 24. L'info continue dans un instant.